Le génome, c'est ce qui contient la totalité de nos informations, c'est en quelque sorte les logiciels de la vie, et ça se situe dans l'ADN, qui est à l'échelle du nanomètre, puisque le diamètre de l'ADN est d'environ 2,3 nanomètres, alors que la taille des éléments de l'information de ce génome, qui sont les bases puriques et pyrimidiques, c'est 0,33 nanomètres. Donc on est dans l'infiniment petit. Et que on savait modifier le génome, on a même le nom que tout le monde connaît d'organismes génétiquement modifiés, mais les organismes génétiquement modifiés, c'était fait avec des méthodes très grossières. Et on est passé des marteaux de forgeron au scalpel moléculaire. Aujourd'hui, ça va être une révolution. On va être capable de bouleverser la médecine, de bouleverser l'agriculture, mais également d'avoir des changements énormes dans des domaines comme ceux des matériaux, de la chimie ou de l'énergie. Par exemple, les maladies génétiques. 64 000 variants génétiques différents, 64 000 sont associés à des maladies. Souvent, les 2/3 de ces 64 000, c'est une lettre qui a changé. Une. C'est le cas de l'anémie falciforme, qui fait que notre hémoglobine ne capte plus l'oxygène. C'est le cas de la mucoviscidose. Eh bien, on va être capable d'aller modifier l'erreur parce qu'on sait aller de manière très précise à l'échelle du nanomètre sur le génome. Et si on prend maintenant, puisqu'on est dans le domaine de l'agriculture, si on prend les variétés végétales, ça fait 10 000 ans que les hommes ont inventé l'agriculture et la sélection, récolte après récolte. Et des variétés aussi différentes que le raisin, que le blé, que le maïs, au début, elles n'étaient pas comestibles. Elles n'avaient pas les mêmes formes. Et petit à petit, par des sélections successives, eh bien, l'homme a réussi finalement à sélectionner des plantes que nous utilisons aujourd'hui. En quelque sorte, il a pris ce qu'il y avait de bon dans ce qui est naturel, l'évolution. François Jacob disait « L'évolution, c'est la somme des réussites parce que la trace des échecs a disparu. » Eh bien, c'est exactement ce qu'on voit là. Depuis maintenant, on savait travailler avec des marteaux de forgeron, et depuis une vingtaine d'années, il y a des progrès fantastiques qui ont été faits. On a eu d'abord plusieurs générations différentes depuis une quinzaine d'années. On a eu des nucléases qui permettaient de couper l'ADN. Après, on a eu des nucléases à doigts de zinc. Après, on a eu des talents. Ça, c'est des techniques qui étaient des techniques différentes. Et puis, on est arrivé à la 4e génération. Un nom compliqué, abscon. CRISPR, Cas9. C-R-I-S-P-R. Cas9. Cas9. Eh bien, ce CRISPR-Cas9, c'est les 2 prix Nobel de chimie 2020 qui ont contribué à faire avancer ces technologies. Parce que ces technologies, comme je l'indique, elles étaient déjà en développement depuis une vingtaine d'années. Avec Catherine Procaccia, on a fait le premier rapport parlementaire sur la modification ciblée du génome, premier au monde, rapport parlementaire. Eh bien, c'est Jennifer Doudna, que vous voyez là, qu'on a rencontré à Berkeley, et Emmanuelle Charpentier, française, mais qui a travaillé toute sa vie à l'étranger. On n'avait peut-être pas reconnu suffisamment ses mérites. Les inventeurs de CRISPR-Cas9, Jennifer Doudna et Emmanuelle Charpentier, ont détourné un système qui existait dans la nature pour faire de l'ingénierie du génome. Alors, on le voit là. La première étape, eh bien, il y a la construction d'un ARN guide de une quarantaine de nucléotides, c'est-à-dire c'est tout petit, avec un ARN bactérien qui est l'ARN spécifique, qui correspond à la séquence, et c'est le 1 ici. Deuxièmement, il y a le couplage de cet ARN avec l'enzyme Cas9, et c'est ça, cet enzyme Cas9 qui va couper, il a un avantage, c'est qu'il va couper de manière universelle. Il va couper aussi bien des bactéries, il va couper des plantes, il va couper des animaux, il va couper de l'ADN de l'homme. Ensuite,
La troisième partie, c'est que l'ADN cible dans la cellule complémentaire et on voit l'ADN qui vient au niveau de l'enzyme Cas9, eh bien l'ADN cible va venir reconnaître la petite séquence d'ARN complémentaire qu'on avait insérée. Et c'est facile de faire un ARN. Et on va guider l'enzyme à l'endroit où on veut couper l'ADN, donc c'est QFD, c'est-à-dire c'est ça qui est un peu la trouvaille et l'ingéniosité de cette technique. Et quatrièmement, eh bien, la protéine Cas9 va couper les deux brins de l'ADN, c'est la partie 4 ici, et on va le remettre en place. On va le remettre en place, soit en le laissant se faire et il y aura des toutes petites modifications, on va donc inactiver à ce moment-là la protéine, et c'est ce qu'on voulait faire, ou soit on va mettre un ADN qu'on a fabriqué, et qui est réparé, et donc on va réparer l'ADN. On peut tout faire avec cette technique. Et cette technique, cette génération de techniques, elle a depuis évolué avec notamment David Liu à Harvard, qui est un jeune Américain d'origine chinoise, qui lui, maintenant est capable d'aller faire ses modifications à la base près. À la base près, c'est-à-dire à l'échelle du 0,33 nanomètre, c'est-à-dire à l'échelle du plus petit que le milliardième de mètre. Plus petit que le milliardième de mètre. Alors, c'est une découverte qui va révolutionner la biologie. Pourquoi? Parce que c'est précis, parce que c'est rapide, parce que c'est efficace, parce que c'est facile d'usage, parce que c'est universel. Ça marche sur tous les organismes vivants. Ça ne nécessite pas de connaissances en ingénierie des protéines. Et c'est assez facile de faire en laboratoire rapidement ce que la nature mettait des décennies à faire. Et on fait ce que faisait la nature, mais avec une grande rapidité. C'est l'échelle des temps qui change et c'est le domaine du possible qui change. L'intérêt de cette technique, c'est que les OGM, qui étaient les marteaux de forgeron, ils avaient surtout été utilisés, c'est ce qui a fait qu'ils ont été contestés, pour des résistances à des herbicides. On avait dit que c'était donc la caution du glyphosate, même, en les attaquant. Et qu'ils étaient faits également pour des résistances à des insectes. Aujourd'hui, ces traits ne vont plus concerner seulement ces résistances à des insectes, l'augmentation de la tolérance à la maladie ou l'amélioration de la productivité, mais ils vont permettre de créer des plantes moins consommatrices en intrants et en engrais, qui utilisent mieux l'azote, qui améliorent les rendements, qui améliorent la qualité, qui améliorent la robustesse, qui allongent la durée de consommation, qui améliorent la qualité nutritionnelle, et ça c'est très important, des aliments, qui s'adaptent mieux au changement climatique, en sélectionnant des variétés plus économes en eau, plus résistantes au stress hydrique, ou encore à la salinité. Et c'est ça, je crois, le gros intérêt de cette technique. Les interrogations, bien sûr, sur les risques éventuels n'ont pas manqué immédiatement de se poser. L'arrivée de ces nouvelles biotechnologies aurait sans doute nécessité un débat. Parce que on peut dire que le politique se méfie de la science. C'est le scientifique qui a été 30 ans député qui le dit, et président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il se méfie de la science parce qu'il y a un divorce croissant entre la science et l'opinion publique. Pour les ministres et les gouvernements qui se sont succédés en France, quelle que soit leur tendance politique depuis 15 ans, ce dossier, je le dis souvent, est une sorte de patate chaude. Les politiques ont botté en touche sur ces questions. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas pris les décisions qu'on aurait dû prendre, oui ou non. On a plutôt parlé de moratoire. On a dit, on va voir, on va faire le bilan, on dit ça depuis 30 ans ou 35 ans, sur ces questions. Et on aurait dû éclairer le débat sur ces nouvelles technologies plus précises pour essayer de savoir si pour ces nouvelles technologies, on avait
beaucoup moins de risques, et si ça permettait à la France d'être plus innovante. Ça n'a pas été le cas, car on a pratiquement abandonné toutes les recherches sur ces sujets au niveau de notre pays. En tout cas, on l'avait fait sur les OGM, et ça augure mal des nouvelles biotechnologies, puisque certains parlent d'OGM cachés et veulent mettre les mêmes réglementations que sur les OGM, ce qui veut dire que la France a perdu, en quelque sorte, sa capacité d'expertise internationale. Et moi qui ai été donc parlementaire et qui ai voté la loi de 2008, pour moi, le dossier des OGM s'est enlisé. Les biotechnologies ne sont plus utilisées dans l'agriculture en France. La loi de 2008, alors qu'elle aurait dû régler les problèmes, elle n'a pas fait cesser les controverses. Même si elle garantit la liberté de consommer ou de produire avec ou sans OGM, il n'y a plus de culture d'OGM au niveau national. Il y a obligation de déclaration pour toute personne qui cultive des OGM, ce qui est logique, mais ça a servi également à ce que tous les champs, puisque c'est déclaré, sont fauchés. Il y a certes un nouveau délit relatif au fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée, mais ça n'a pas été beaucoup appliqué, sauf dans l'affaire des vignes de Colmar, sur lequel je vais revenir, et dans la mesure où ce combat était, à mon sens, et je donne une position, mais je souhaite que le débat ait lieu, eh bien, si ce combat était idéologique, il est illusoire de croire qu'un texte pouvait le résoudre. Ceux qui, donc, en 1998 déjà parlaient de nourriture Frankenstein ont gagné leur pari, puisqu'il n'y a plus en Europe, sauf en Espagne, de culture significative de plantes génétiquement modifiées. On voit, par contre, sur cette courbe, l'augmentation de la consommation, de la production de plantes OGM dans le monde, et on voit à côté deux photos qui illustrent le combat de ceux qui sont anti-OGM. Ces recherches, engagées depuis 2005, étaient à Colmar, sur les vignes, destinées à traiter sur une vigne le virus du Cournouet, qui est une maladie très grave. Il avait obtenu toutes les autorisations. Il y avait une concertation avec les viticulteurs, concertation y compris avec les associations de protection de l'environnement. Rien n'y a fait. Il y a eu destruction totale de ces essais. Et aujourd'hui, avec les peupliers d'Orléans qui ont terminé il y a 5 ans, tout essai, toute expérimentation, toute culture d'OGM est terminée au niveau national. Alors ce débat s'est maintenant élargi aux variétés, et c'est là la question. J'ai parlé des OGM parce que c'était les marteaux de forgeron, et on pouvait croire qu'avec les scalpels moléculaires, il y aurait plus les mêmes controverses. Mais ce débat s'est élargi finalement aux produits issus des nouvelles technologies. Du soja fou dont on affublait les OGM quand on avait reçu les premières cargaisons de soja dans les années 98 ou 97 en France, on est passé aux OGM cachés. Et en parlant d'OGM cachés, pour les variétés qui sont créées en utilisant les techniques aléatoires ou ciblées, Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier, de la mutagénèse, ceux-ci veulent parvenir aux mêmes effets et parient sur un nouvel enlisement réglementaire. Pourtant, en 25 ans, c'est là que je dis qu'il faudrait faire des bilans. On n'a pas un seul cas confirmé d'impact négatif sur la santé humaine ou animale dû à la consommation d'OGM. C'est une méta-analyse de l'Académie des sciences américaine de 2016, mais toutes les analyses le confirment. Est-ce que vous aviez vu, en 2012, avec des rats qui avaient des tumeurs, avec un grand titre du Nouvel Observateur, ce poison des OGM, on a vu 6 ans après, en 2018, que finalement, il n'y avait aucune réalité dans ce qui était dit, et que les races de rats qui avaient été utilisées faisaient naturellement des cancers. Néanmoins, le mal était fait. Et il n'y a pas de graves conséquences sur l'environnement. Il y a des apparitions de résistance. J'ai pu le voir en Amérique du Sud avec Catherine Procaccia quand on a fait notre étude. Mais c'est souvent dû, ces résistances à des produits phytosanitaires ou à des ravageurs, c'est souvent dû à des pratiques agricoles inappropriées.
Ce qui veut dire qu'en parlant d'OGM cachés, on veut parvenir, je le disais, donc aux mêmes effets. Et aujourd'hui, on est sur le point d'y parvenir parce que la réglementation a changé. Et que la réglementation sur les OGM était une réglementation qui datait de 2001, c'était la directive 2001-18, et qu'aujourd'hui, les gouvernants ont voulu connaître la position législative et réglementaire des produits issus de ces scalpels moléculaires. Alors, on a saisi, et c'est en ce sens que je disais que le politique aurait dû plutôt mettre en œuvre un débat, mettre en place un débat plutôt que de saisir et de se défausser sur le juge. On a saisi la Cour de justice de l'Union européenne et on a saisi également le Conseil d'État. Alors qu'est-ce qu'a dit la Cour de justice de l'Union européenne quand on l'a saisie des nouvelles questions? Eh bien, ils ont considéré que c'était des OGM, malgré les avancées techniques. Que si on avait exonéré des techniques qui étaient avérées parce qu'utilisées depuis longtemps, les variétés obtenues par mutagénèse aujourd'hui sont des variétés nouvelles et on n'a pas de recul suffisant pour dire qu'elles ne sont pas dangereuses. Et c'est pour moi une décision qui m'apparaît, et c'est mon avis, scientifiquement aberrante. Car on ne s'appuie pas sur les connaissances des années 2020, mais sur celles des années 2000. Cette nouvelle technique peut donc produire des mutations analogues aux mutations naturelles. Dans certains cas, il n'y a aucun ajout de génome, on le disait tout à l'heure, et étranger à la plante. On se contente de, par exemple, couper un gène pour empêcher une enzyme d'agir. On n'ajoute rien d'extérieur à la plante. On intervient très précisément au niveau des gènes spécifiques en les détruisant, en les inactivant, en les remplaçant par un gène de la même espèce. Ces nouvelles méthodes de mutagénèse dirigée présentent moins de risques que la mutagénèse aléatoire. Il est donc illogique, à mon sens, et scientifiquement aberrant, de préconiser plus de réglementation pour des technologies plus sûres. Si pour le juge, tout ce qui est plus ancien est plus sûr, comment la médecine aurait pu évoluer? Nous serions encore, ou la médecine ou les transports. On serait au temps de la locomotive à vapeur, ou on serait au temps de la saignée. Et c'est vraiment ce que m'inspire cela. Alors en plus, mais c'est technique, mais je voudrais dire que c'est juridiquement contestable, dans la mesure où cet avis aurait dû tenir compte des conventions internationales que nous avons déjà signées. Or, on a signé une convention depuis 2001, on a signé une convention qui est justement sur la protection des risques biotechnologiques, sur la prévention des risques biotechnologiques, qui s'appelle la Convention de Carthagène, et qui exonère ces techniques de mutagénèse des dispositions des OGM. Donc, à mon sens, il y a un sujet de droit pour essayer de contester ce qui a été dit précédemment. Ensuite, le Conseil d'État est allé plus loin. Il conforte l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne. Il dit que les nouveaux produits sont des OGM, alors qu'ils ne le sont pas. Enfin, ils ne sont pas. Ils le sont au sens de la définition, puisqu'on modifie un gène, mais la nature modifie les gènes. On a une évolution qui est une évolution naturelle, et là on dit que finalement, ceux-ci, ce sont des OGM. Ça veut dire que nous sommes tous des OGM. Il va au-delà de l'arrêt de la Cour de justice, en revenant sur la notion de sécurité avérée depuis longtemps, et il fait un distinguo sans aucun fondement scientifique entre des techniques de mutagénèse in vivo, de techniques de mutagénèse in vitro. Moi qui ai enseigné la biochimie toute ma vie, je ne comprends pas cette différence. On est donc aujourd'hui à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on a une technique nouvelle qui ouvre des possibilités énormes
dans la médecine, dans l'agriculture, dans la chimie, dans les matériaux, dans l'énergie. Et on a une réglementation qui interdit d'utiliser. C'est le paradoxe du prix Nobel, des prix Nobel de 2020 de chimie. C'est-à-dire ils ont une technologie que tout le monde nous envie et on ne peut pas les utiliser. Donc, il faut réfléchir au pourquoi de cela. Et il faut se dire que l'acceptation d'une innovation par la société est la condition de sa diffusion. Aujourd'hui, je crois que je l'ai dit, il y a un divorce de plus en plus marqué entre la perception des citoyens et la parole des scientifiques. Cela est illustré par ce thème de l'innovation dans l'agriculture. Or, l'innovation, elle est indispensable à l'agriculture. Et il faut que le citoyen puisse en mesurer les bénéfices, qu'il comprenne que les problèmes majeurs qui se posent au XXIe siècle, comme la lutte contre le réchauffement climatique, comme la réduction des intrants en agriculture, comme la régression des famines dans le monde, ne pourront être résolus que par la réconciliation entre agroécologie et biotechnologie. Il ne faut pas les opposer. L'agroécologie est majeure dans le renouvellement des pratiques agricoles. On doit jouer sur la diversification des cultures, on doit jouer sur l'allongement des rotations, on doit jouer sur le biocontrôle, on doit jouer sur la lutte intégrée, on doit jouer sur la lutte mécanique et chimique, mais on doit jouer sur l'agriculture de précision, mais il ne faut pas exclure la génétique végétale. Pourquoi on exclurait une technique à partir du moment où, au contraire, elle vient conforter les autres techniques? C'est pour moi, aujourd'hui, et c'est un peu ce que je dis avec gravité, les nouvelles biotechnologies sont des leviers de la transition agroécologique. Et si la perception des citoyens donc reste très éloignée de l'apport de l'innovation à l'agriculture, on voit que depuis maintenant une vingtaine d'années, les années 2000, on voit que ces nouvelles technologies sont mises au banc des accusés, responsables pour certaines de la perte de la biodiversité, du réchauffement climatique, des pollutions environnementales, de la malbouffe, ou pire, d'impact sur la santé humaine. Et c'est illustré par un point que je viens d'indiquer, la perte de biodiversité. Pour des associations comme Greenpeace, les variétés produites par les nouvelles biotechnologies portent atteinte à la biodiversité. C'est un vrai sujet, la perte de la biodiversité. Je crois qu'il faut qu'on travaille sur ce sujet parce que il faut savoir pourquoi il y a une perte de biodiversité. C'est sans doute dû d'abord parce que la population mondiale augmente inexorablement. 7 milliards d'individus aujourd'hui, peut-être 10 milliards demain. Parce qu'ils contribuent, cette augmentation. Et parce que l'homme a utilisé les ressources fossiles de manière très forte et ça a contribué au réchauffement climatique. Mais la biodiversité, c'est pas dû, et c'est deux académiciens qui le disent, Georges Pelletier et André Gallet, qui disent que la mutagénèse a un impact positif puisqu'elle permet de développer de nouveaux caractères. Ce sont les pratiques intensives de l'agriculture qui affectent la biodiversité et non les variétés de plantes génétiquement modifiées. Et je crois que c'est important de le rappeler. Car tant qu'on reste sur des croyances, le débat ne peut pas avancer. Le bilan de l'impact des OGM sur la santé aurait dû être fait. Maintenant, il y a 35 ans d'OGM. On n'a pas de publications qui disent qu'il y a un impact sur la santé. On en aura beaucoup moins avec les nouvelles technologies puisqu'elles sont plus précises. Et je voudrais rappeler l'appel de 100 prix Nobel en 2016, passé assez inaperçu, qui disent que ne pas utiliser ces technologies dans l'agriculture, ne pas les utiliser en complément, ce qu'Odigette de l'agroécologie, c'est un crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. La vraie question, si on ne veut pas détruire notre planète, c'est de savoir comment on va, d'ici une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années, nourrir 10 milliards de personnes. On peut les nourrir, mais en détruisant la planète. Et là, il y aura perte totale de biodiversité. Dans le domaine de l'agriculture, l'innovation peut donner à la société une vision pour l'avenir.
l'innovation conjuguée à l'agroécologie et éclairer les enjeux de demain. Comme l'a déclaré dans un colloque de l'Académie d'agriculture récemment le philosophe Claude Debrue, sans innovation, il n'y a pas de progrès. Soit la vieille Europe ne considère pas que l'innovation en agriculture comme une priorité et court à son déclin. On voit aujourd'hui avec les GAFA que la politique qu'on a menée sur la communication il y a quelques années fait qu'on est dépendant aujourd'hui des Américains, mais peut-être des Chinois demain. Soit elle court à son déclin, soit elle a la conviction aujourd'hui que les mines du XXIe siècle seront des mines de matière grise, et elle retrouve l'Europe, l'esprit de créativité de la Renaissance, et tous les espoirs lui seront permis. Les risques ne doivent pas être balayés, et même si j'ai fait un plaidoyer parce que j'estime que ces technologies, c'est le paradoxe du prix Nobel, on ne peut pas se permettre de les oublier ou de les effacer ou de les mettre dans un coin, même si les risques ne doivent pas être balayés d'un revers de main, mais plutôt évalués rationnellement, en tenant à distance les croyances, les partis pris idéologiques, la propagande et les discours sectaires. Car, comme le disait très très bien Bertrand Russell, la science n'a jamais tout à fait raison, mais hélas, elle a rarement tout à fait tort. Et en général, elle a plus de chances d'avoir raison qu'une théorie non scientifique. Il est donc raisonnable de l'accepter à titre d'hypothèse.